Ces mots ne sortent pas de la bouche d'un militant, ni de celle d'un procureur en colère, ni de celle d'un repenti cherchant à alléger sa peine. Ils sont écrits noir sur blanc dans une note officielle de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, un organisme public financé par l'État, dont le métier consiste à compter froidement, sans passion, sans idéologie. Et ce que cet organisme a compté, le 15 janvier 2025, a fait l'effet d'une détonation feutrée dans le paysage médiatique français. Plus d'1 million de personnes ont consommé de la cocaïne au moins une fois au cours de l'année 2023. Un an plus tôt, ils étaient 600 000. En 12 mois, le chiffre a presque doublé. Une hausse de 83%, presque doublé, en un an. Prenez le temps de laisser ce chiffre s'installer, parce qu'il n'a rien d'anodin. On ne parle pas d'un produit rare, confidentiel, réservé à quelques cercles. On parle d'une substance interdite, classée comme stupéfiant, dont la vente et l'usage sont des délits, et dont la consommation a bondi de plus de 80% en une seule année, dans un pays qui se targue d'avoir fait de la lutte contre la drogue une priorité nationale. Maintenant, arrêtez-vous une seconde sur le contraste. Pendant que ce chiffre grimpait, le même État érigeait le combat contre le narcotrafic en cause nationale. Il votait des lois. Il envoyait ses forces de l'ordre dans les cités du nord de Marseille, de Nîmes, de Grenoble. Il désignait du doigt le guetteur de 14 ans, posté à l'entrée d'un point de deal. Il multipliait les opérations coup de poing, les communiqués triomphants, les images de sachets alignés sur des tables devant des caméras. Et pendant tout ce temps, dans un tout autre décor, un appartement haussmannien, une table de restaurant étoilée, les toilettes d'un lieu de pouvoir au cœur de la capitale, d'autres consommaient exactement la même molécule, tranquillement, à l'abri, sans jamais être inquiétés. Bienvenue dans le dossier. Qui finance réellement la machine? À qui profite que rien ne change? Pourquoi la France dépense-t-elle des milliards à traquer l'offre tout en fermant obstinément les yeux sur la demande, surtout quand cette demande porte costume, cravate et carte de presse? Et comment un pays a-t-il pu laisser la cocaïne devenir discrètement le carburant d'une partie de ses élites tout en faisant du même produit l'ennemi public numéro 1 dans ces quartiers populaires? Ce dossier n'est pas l'histoire d'un dealer, ce n'est pas l'histoire d'un cartel colombien ni d'un baron déchu, c'est l'histoire d'un miroir que la France refuse de regarder. On ne va pas vous raconter des monstres, on va vous montrer un système qui a lâché et qui, pour continuer à fonctionner tel quel, a absolument besoin que vous ne voyiez pas d'où vient vraiment l'argent. Alors, on va suivre cet argent. Du rail sur la table, en marbre, jusqu'au conteneur dans le port. Du billet de 50 € jusqu'à la société écran. Et on va poser à chaque étage de cette chaîne la seule question qui compte vraiment. Comment a-t-on laissé la France en arriver là? Commençons par la scène qu'on ne filme jamais. Il n'y a pas de gyrophare, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de fusillade dans une cage d'escalier, pas de corps recouvert d'un drap sur un trottoir, pas de mère effondrée devant les caméras. Il y a un dîner, un vendredi soir, dans un quartier où le prix du mètre carré dépasse largement les moyens de la grande majorité des Français. Autour de la table, on parle culture, on parle politique, on parle affaires. Le vin est bon, choisi avec soin. La conversation est brillante, rapide, spirituel. Et à un moment de la soirée, quelqu'un se lève, disparaît quelques minutes, revient plus vif, plus sûr de lui, plus drôle. Personne ne s'en étonne, personne ne juge. C'est devenu un geste ordinaire, un geste de classe. C'est là que tout commence. Pas dans une cité, pas sur un port. Ici, dans le confort, dans la discrétion, dans l'impunité tranquille de ceux qui savent avec une certitude absolue que jamais un contrôle inopiné ne viendra les déranger. On a l'habitude de parler du narcotrafic en montrant les quartiers populaires, les tours, les halls d'immeubles. On a tort, radicalement tort. Le narcotrafic ne serait rien sans ce dîner, sans ce geste répété, sans cette demande. La violence des cités est le bout visible d'une chaîne dont l'autre extrémité se tient précisément là, dans cette salle à manger feutrée où personne ne se sent concerné. Retenez cette idée parce qu'elle traverse la totalité de ce dossier. La demande, c'est nous, pas eux, nous. Et d'abord, statistiquement, les
plus favorisés d'entre nous. Ce n'est pas une excuse sociale. Ce n'est pas une manière de dédouaner qui que ce soit, ni d'inverser les responsabilités. C'est une mesure. La mesure exacte de l'ampleur du dérapage. Quand un produit interdit se banalise au point de devenir un simple accessoire de convivialité dans les milieux les plus aisés d'un pays, c'est que ce pays a perdu quelque chose de fondamental. Il a perdu le contrôle de sa propre demande. Et un État qui ne contrôle plus sa demande ne contrôlera jamais son offre, quoi qu'il saisisse, quoi qu'il promette. Cette phrase « la demande, c'est nous » dérange précisément parce qu'elle refuse la facilité. Il est tellement plus reposant de croire que le problème vient d'ailleurs, d'un dehors qu'on pourrait fermer, d'un ennemi qu'on pourrait repousser aux frontières. Mais le narcotrafic n'a pas de dehors. Sa source est intérieure. Elle bat au rythme de nos habitudes, de nos soirées, de nos milieux. Tant qu'on cherchera obstinément le coupable à l'extérieur, on ne trouvera jamais rien, parce qu'on regardera dans la mauvaise direction. Le miroir, lui, est resté dans la salle à manger. Il faut mesurer le chemin parcouru. Pendant longtemps, la cocaïne a eu une image précise dans l'imaginaire français, celle d'un produit rare, cher, sulfureux, cantonné à quelques niches. La nuit, le show business, une poignée de milieux fortunés et extravagants. Cette image a volé en éclats. La cocaïne s'est répandue, a débordé de ses cercles d'origine, a irrigué des pans entiers de la société. Elle s'est banalisée. Ce mot revient sans cesse dans les rapports officiels. Banalisation. On ne parle plus d'une transgression exceptionnelle, mais d'une habitude presque routinière pour un nombre croissant de personnes. Et ce qui frappe, c'est que cette banalisation a d'abord conquis le haut de la pyramide sociale, avant de se diffuser plus largement. Les chiffres sont là pour l'attester, et ils sont sans appel. 9,4% des adultes français avaient expérimenté la cocaïne au moins une fois dans leur vie en 2023. En 2017, ils étaient 5,6%. Une progression de 3,8 points en quelques années, la plus forte hausse mesurée parmi toutes les substances illicites sur la période récente. Aucune autre drogue ne progresse aussi vite. Aucune. Là où le cannabis a atteint une sorte de plateau, la cocaïne, elle, connaît une véritable explosion, avec un triplement des quantités consommées estimées sur une décennie. La France se hisse désormais au 7e rang européen des pays consommateurs. 7e. Pour un pays qui aime à se penser épargné, à désigner le mal comme venant toujours d'ailleurs, c'est une place qui devrait faire réfléchir. Je n'étais pas à ce dîner, je n'ai vu personne se lever de table, mais les chiffres, eux, y étaient. Ils étaient à ce dîner, à celui d'à côté, dans 1000 salles à manger et 1000 arrière-salles à travers Paris et les grandes métropoles françaises. Et ils disent tous la même chose. Ce que l'on croyait marginal est devenu massif. Ce que l'on croyait réservé à une poignée d'excentriques fortunés a débordé partout, en commençant par les sommets. La cocaïne s'est installée. Elle a pris ses ailes. Elle a trouvé, dans une partie des élites françaises, un terrain d'accueil idéal. Assez d'argent pour l'acheter sans compte, assez de pouvoir pour ne jamais être inquiété, assez de vernis social pour ne jamais s'avouer concerné. Alors, une question s'impose, et elle va nous accompagner du début à la fin de cette enquête. Si la demande explose ainsi, si elle grimpe étage par étage jusqu'au sommet de la société, pourquoi l'État continue-t-il de regarder obstinément vers le bas? Pourquoi la machine répressive se concentre-t-elle sur le petit maillon visible, le guetteur, le livreur, le point de deal de banlieue, et jamais sur le consommateur invisible du beau quartier? On y répondra. Mais pour cela, il faut d'abord établir un fait que personne ne peut contester, car cette scène de dîner, on pourrait me reprocher de l'imaginer, de la romancer. Alors passons à une preuve que personne ne peut nier. Une preuve qui ne dépend d'aucun témoignage, d'aucune déclaration, d'aucun aveu. Une preuve qui remonte littéralement des égouts. Les égouts ne mentent pas. C'est une idée dérangeante, presque triviale, et pourtant elle est devenue l'un des outils scientifiques les plus fiables pour mesurer ce qu'un pays consomme réellement. Le principe est d'une simplicité brutale. Après avoir consommé de la cocaïne, l'organisme humain élimine une partie du produit dans les urines, sous une forme transformée que les chimistes appellent la benzoylgonine, le principal métabolite de la cocaïne. Ces urines suivent le chemin des canaux
canalisations, rejoignent les égouts et arrivent à l'entrée des stations d'épuration. Il suffit alors d'y prélever un échantillon, de mesurer la concentration de ce métabolite, d'appliquer un modèle de calcul et l'on obtient une estimation de la consommation d'une ville entière, sans sondage, sans déclaration, sans mensonge possible. Cette méthode porte un nom, l'épidémiologie des eaux usées. Elle a été mise au point au début des années 2000 par des chercheurs qui cherchaient une manière objective de mesurer un phénomène par nature, caché, illégal, dissimulé. Car c'est bien là toute la difficulté. Mesurer la consommation de drogue, c'est mesurer ce que les gens s'acharnent à cacher. Une déclaration peut mentir, un questionnaire peut être biaisé. Les gens sous-estiment, se cachent, ont peur de dire la vérité, surtout quand ils ont beaucoup à perdre. Mais l'eau des égouts, elle, ne se soucie ni de votre réputation, ni de votre carnet d'adresse, ni de votre peur du scandale. Elle ne connaît ni le prestige, ni le titre. Elle enregistre tout, sans distinction. Et ce qu'elle a enregistré, en France, comme dans le reste de l'Europe, est accablant. Le 19 mars, l'Agence de l'Union européenne sur les drogues a dévoilé les résultats d'une vaste étude analysant les eaux usées de 128 villes européennes. 128 villes passées au crible de leur propre canalisation. Le verdict pour Paris est sans appel. La cocaïne domine largement, très loin devant le cannabis. Les traces de cette drogue sont si présentes dans les égouts parisiens que le directeur de cette agence européenne a parlé, sans détour, d'une explosion de l'usage de cocaïne. Il a même précisé que cette tendance semblait plus marquée dans les pays de l'Europe de l'Ouest et méridionale. Paris n'arrive pas en tête du classement européen. D'autres capitales, comme Amsterdam ou Dublin, affichent des pics encore plus impressionnants. Et le port d'Anvers atteint des concentrations vertigineuses, de l'ordre de plus de 1100 mg par jour pour 1000 habitants. Mais la tendance parisienne est claire, nette, incontestable. La ville lumière carbure de plus en plus à la poudre blanche et cette part ne cesse de croître au fil des années. Il faut s'arrêter un instant sur ce que cela veut dire concrètement. On mesure chaque matin dans les stations d'épuration de la région parisienne la quantité de cocaïne qu'une population entière a fait passer dans son corps la veille. C'est une radiographie collective, une image au rayon X de la consommation réelle d'une métropole, dépouillée de tous ses mensonges, de toutes ses hypocrisies, de toutes ses dénégations. Et cette image dit « Paris consomme énormément et de plus en plus. La courbe monte. Depuis une dizaine d'années, la quantité moyenne de benzoylecgonine mesurée dans les eaux usées augmente à Paris comme dans d'autres grandes villes européennes. Ce n'est pas une impression, ce n'est pas un ressenti alarmiste. C'est une mesure physique, chimique, répétée, vérifiée. Et il y a un détail dans les premières études françaises sur le sujet qui devrait nous glacer. Dès les recherches menées il y a une quinzaine d'années par une équipe universitaire de la région parisienne, un constat était déjà posé, contre-intuitif et révélateur. Il n'y avait pas de différence significative de consommation entre communes riches et communes pauvres. La cocaïne ne connaît pas les frontières sociales dans l'usage. Elle ne les connaît que dans le traitement que la société réserve à ses usagers. En revanche, les chercheurs observaient une concentration plus forte à Paris intramuros qu'en banlieue, un usage qui grimpait nettement le week-end. Et un pic, retenez-le, il est éloquent, atteint lors de la fête de la musique, le jour où la ville entière descend dans la rue pour célébrer, danser, s'amuser. Le jour de la fête populaire par excellence, la ville se dénonce elle-même dans ses propres canalisations. Songez à la puissance de ce symbole. Un pays organise chaque année une grande célébration collective, joyeuse, populaire, ouverte à tous. Et cette célébration laisse dans les égouts la plus forte trace de cocaïne de l'année. La fête et la poudre superposées. Ce n'est pas un jugement moral sur la fête, c'est un fait analytique, un fait qui dit à quel point la substance s'est glissée partout, dans les interstices de la vie sociale ordinaire, jusque dans les moments les plus lumineux et les plus partagés de l'année. On ne peut plus parler d'un phénomène de marge, c'est un phénomène de masse. On suit l'argent, dit ce dossier, et nous le ferons. Mais avant de suivre l'argent, il fallait suivre la molécule. Et la molécule, elle, ne se cache nulle part. Elle remonte
chaque matin dans les stations d'épuration de la région parisienne, comme une confession collective que personne n'a signée mais que tout le monde a rédigée, vers après vers, soirée après soirée. Ce n'est pas un fantasme de moraliste, c'est de la chimie analytique. C'est la ville qui avoue, malgré elle, ce que ses habitants nieront toujours en public. Alors, posons la question qui dérange. Si les égouts de Paris révèlent une consommation aussi massive, aussi transversale, aussi installée, qui, précisément, alimente ce flot? Le rapport officiel dit qu'il n'y a pas de différence marquée entre quartiers riches et pauvres dans l'usage, soit. Mais il existe une catégorie de la population que les données pointent avec une insistance particulière. Une catégorie qui, elle, est massivement surreprésentée parmi les consommateurs réguliers. Et cette catégorie n'est pas celle qu'on désigne à la télévision. Ce n'est pas celle qu'on filme au pied des tours. C'est, au contraire, celle qui tient le micro, signe les éditoriaux, dirige les entreprises et vote les lois. Parlons du gradient social, parce que c'est là que le tabou devient vertige. On a longtemps raconté une histoire simple et fausse. La drogue serait le fléau des quartiers défavorisés, le symptôme du décrochage, de la misère, de la relégation. Cette histoire arrange tout le monde. Elle est confortable. Elle permet de désigner un coupable lointain, de tracer une frontière rassurante entre eux et nous, entre le monde sain des gens respectables et le monde perdu des cités abandonnées. Le problème, c'est que les données démentent cette histoire depuis longtemps et qu'elles la démentent avec une brutalité que peu de gens ont envie d'entendre. Selon l'Observatoire français des drogues, l'expérimentation de la cocaïne croît avec l'appartenance à un milieu social favorisé. Les enfants de cadres l'ont expérimenté près de 2 fois plus que les enfants d'ouvriers. Près de 2 fois plus. Et une enquête menée auprès des adolescents parisiens montrait déjà, il y a des années, que la cocaïne était davantage expérimentée par les jeunes résidant dans les quartiers les plus aisés de la capitale. Autrement dit, plus on monte dans l'échelle sociale, plus la probabilité de croiser cette drogue augmente. Ce n'est pas, ou pas seulement, une drogue de la relégation. C'est, au moins autant, une drogue de la réussite, de l'aisance, du confort. Une drogue de vainqueur, pas de vaincu. Et quand on ne regarde plus les adolescents, mais les consommateurs réguliers adultes, le tableau devient encore plus net, encore plus dérangeant. Selon une enquête relayée par les acteurs de l'addictologie, les cadres et les professions libérales représenteraient près de 30% des consommateurs réguliers de cocaïne en France. 30%, une surreprésentation massive au regard de leur poids réel dans la population active. Un tiers, ou presque, des usagers réguliers de la poudre blanche appartiennent aux catégories les plus diplômées, les plus rémunérées, les mieux intégrées de la société française. Les mêmes qui, dans les dîners, s'indignent volontiers de l'insécurité, du laxisme, du narcotrafic qui gangrène les quartiers. Les addictologues ont un nom pour ce phénomène. Ils parlent du paradoxe de la performance. Dans certains milieux, la finance, le droit, la communication, les médias, la publicité, le conseil, la haute technologie, la politique, la pression est telle, les cadences si folles, les journées si longues, les enjeux si écrasants que la cocaïne devient un outil, un dopant, un moyen de tenir, de briller, d'enchaîner les réunions, les négociations, les prises de parole publiques, les nuits blanches de travail. On ne se drogue pas ici pour fuir la vie, on se drogue pour en faire toujours plus, pour repousser les limites du corps, pour rester au sommet dans un univers qui broie ceux qui ralentissent. Le stimulant chimique mis au service de la productivité. La drogue comme carburant de l'excellence et de la compétition. C'est peut-être la forme la plus contemporaine et la plus cynique de l'addiction. Et voici le détail le plus glaçant, celui qui explique pourquoi ce monde reste invisible aux yeux de la répression. Ces consommateurs-là sont si bien insérés, si bien protégés par leur statut, qu'ils consultent en moyenne 7 à 10 ans après le début de leur addiction. 7 à 10 ans. 7 à 10 ans pendant lesquels personne ne les inquiète, personne ne les contrôle, personne ne les arrête. 7 à 10 ans pendant lesquels le costume, le titre, le compte en banque et le carnet d'adresse servent d'armure impénétrable. Ils cachent leur dépendance par peur, une peur parfaitement légitime, de la déchéance professionnelle et sociale. Le privilège ne fait pas qu'autoriser la consommation. Il l'assure, il la couvre, il la protège. Il transforme une addiction en secret bien gardé, là où le même produit, dans un autre quartier,
tagué sur un autre visage vaudrait un contrôle, un casier judiciaire et une vie brisée. Il faut aussi dire, par honnêteté, que le phénomène ne s'arrête plus aux élites urbaines. C'est même l'un des aspects les plus inquiétants de cette banalisation. La cocaïne, longtemps perçue comme réservée aux milieux festifs ou aux cadres des grandes villes, s'est aujourd'hui diffusée bien au-delà. Des soignants en addictologie, des représentants syndicaux, des acteurs de la prévention observent sa présence croissante dans des métiers physiques. Le bâtiment, le transport, la manutention, la restauration, l'hôtellerie ou la pénibilité, les horaires étendus et la pression du rendement créent un terrain favorable. Là aussi, on cherche à tenir, à se booster, à masquer la fatigue. Les dépistages en entreprise le confirment. Les cas positifs à la cocaïne au travail se sont multipliés de manière spectaculaire. Le même paradoxe de la performance, décliné du sommet à la base de la pyramide sociale. La différence, encore une fois, n'est pas dans l'usage, elle est dans la protection. Il y a d'ailleurs un prolongement à ce paradoxe, plus sombre encore. Pour tenir ces marathons professionnels et émotionnels, certains basculent, le week-end venu, dans des usages plus intenses, mêlant la cocaïne à d'autres substances de synthèse. Le corps que l'on pousse à la performance en semaine, on le pousse à l'excès le samedi. Et face à cela, la réponse de l'État demeure, pour l'essentiel, invariable, le dépistage et la sanction. Or, les professionnels de terrain le répètent, sans jamais être vraiment entendus. Axer toute la politique sur la répression et le contrôle inopiné pousse ces usagers vers la clandestinité et le silence, loin du soin, loin de la prévention, loin de l'aide dont ils auraient besoin. Le tout répressif ne fait pas disparaître la consommation des élites. Il la rend seulement plus secrète, plus honteuse, plus tardive à soigner. Il échoue 2 fois. Il ne dissuade pas et il n'aide pas. Voilà l'asymétrie que ce dossier veut mettre à nu, sans détour. Et il faut la nommer avec la plus grande précision, parce que c'est ici que se joue la ligne rouge. Ce n'est pas une question d'origine, de communauté ou de nationalité. Que ce soit dit clairement, une fois pour toutes, et sans ambiguïté possible, le problème n'est ni un groupe, ni un peuple, ni un quartier, ni une immigration. Le problème est structurel. C'est une asymétrie de classe et de traitement. 2 personnes consomment la même molécule, achetée au même réseau, financée par le même circuit criminel, transportée dans le même conteneur. L'une risque tout, le contrôle, la garde à vue, le casier, la stigmatisation, la ruine. L'autre ne risque rien. Elle consomme à l'abri, protégée par son statut, couverte par le silence de son milieu. Et celle qui ne risque rien est, très souvent, celle qui écrit les lois, tient les micros, dirige les entreprises et décide de la manière dont on parlera demain du narcotrafic. Retenons ce vertige parce qu'il nous conduit tout droit au cœur du pouvoir, là où l'on fabrique la loi, là où l'on décide de qui sera traqué et de qui sera épargné. Et où, si l'on en croit une enquête retentissante menée par une grande rédaction, on fabrique aussi, parfois, tout autre chose que des lois. Il y a un lieu, à Paris, que la République entoure de toute sa solennité. Un palais du XVIIIe siècle, sur la rive gauche de la Seine, face à la place de la Concorde. Un bâtiment chargé d'histoire, gardé, protégé, où l'on vote les lois qui gouvernent la vie de dizaines de millions de personnes. Un endroit où l'on décide, notamment, de la politique de la France contre les stupéfiants. Le lieu du droit, le lieu de la norme, le lieu où la nation écrit ce qui est permis et ce qui est interdit. Et c'est précisément là, dans ce lieu-là, qu'une enquête journalistique est venue planter un poignard dans l'hypocrisie collective. Au début de l'année 2025, la rédaction de France Info a publié une enquête qui a levé un tabou soigneusement gardé. Son titre disait tout dans une formule glaçante, recueillie auprès d'un témoin. La coke fait tenir. À l'Assemblée nationale, plusieurs témoignages concordants de collaborateurs parlementaires y décrivait une réalité que, dans les couloirs du palais, tout le monde connaissait et que personne ne disait tout haut. Des élus, des collaborateurs qui consommeraient des produits stupéfiants pour faire face à la charge de travail, à la pression, au rythme effréné du mandat. Exactement le même paradoxe de la performance que dans la finance ou les médias, mais cette fois au sommet de l'État, dans l'enceinte même où se fabrique la loi antidrogue. Le carburant chimique de ceux qui légifèrent contre le carburant chimique. Un collaborateur y racontait avoir été témoin d'un élu consommant dans les toilettes du palais lors d'une séance de nuit. Un autre résumait la situation d'une phrase « Tout le monde savait ». La consommation d'alcool y était décrite comme omniprésente, notamment à la buvette, où certains enchaînaient les verres entre 2 votes.
une culture du silence, entretenue par la peur des répercussions politiques et médiatiques. Un secret de polichinelle, connu de tous, avoué par personne. Et derrière ce silence, une évidence brutale. Ceux qui légifèrent contre la drogue ne se tiennent pas au-dessus de la demande. Une partie d'entre eux en fait partie. Restons précis et justes, car ce dossier respecte scrupuleusement la présomption d'innocence et ne construit jamais rien sur la rumeur ou l'insinuation. 2 cas, et 2 seulement, relèvent du domaine public, parce qu'ils ont été reconnus par les intéressés eux-mêmes. Un ancien député de la majorité présidentielle s'était mis en retrait au début de l'année 2023, après qu'un média d'investigation eut révélé sa consommation de cocaïne, avant et après son élection. Il l'a publiquement reconnu. Un autre député, plus récemment, a été rattrapé dans une affaire liée à une drogue de synthèse, pas de la cocaïne, soyons rigoureusement exacts, et a annoncé publiquement suivre un protocole de soins pour, selon ses mots, se battre contre son addiction. Le déontologue de l'Assemblée a été saisi. 2 hommes, 2 reconnaissances publiques et assumées, 2 parcours qui, en réalité, ne sont pas l'essentiel de ce que nous cherchons à comprendre. Car l'essentiel n'est surtout pas de désigner 2 individus. Ce serait rater complètement la cible et trahir la démarche de ce dossier. Faire de 2 hommes des boucs émissaires serait exactement la faute que nous refusons. Personnaliser un problème qui est systémique. L'essentiel, c'est l'institution. C'est le fait que le lieu qui écrit la loi la plus répressive contre les usagers de drogue abrite en son sein une consommation que tout le monde connaissait et que personne ne nommait. L'essentiel, c'est le tabou lui-même, le silence organisé, la gêne collective d'un pouvoir qui prêche une chose et en pratique parfois une autre. Ce n'est pas l'histoire de 2 députés, c'est l'histoire d'un système de déni installé au sommet même de la démocratie. Et il faut ajouter à ce tableau une scène révélatrice, presque emblématique. Lorsqu'une journaliste connue a tenté de faire passer des tests salivaires à des députés dans les salles réservées à la presse du Palais, filmant l'opération pour une émission d'investigation, la réaction ne s'est pas fait attendre. La présidente de l'Assemblée l'a rappelé à l'ordre, estimant que le Palais n'était pas un théâtre où l'on organise des mises en scène. On peut discuter de la méthode journalistique, du respect des règles d'accréditation. Le débat est légitime et d'autres l'ont mené. Mais reconnaissons le symbole, car il est puissant. Le réflexe institutionnel, face à la question toute simple « qui consomme ici ?», n'a pas été la transparence, ni l'introspection, ni la volonté de savoir. Il a été la défense du décorum et du silence. Circulez, il n'y a rien à mesurer. Surtout, ne mesurez pas. Il faut prendre la mesure de ce que cela signifie pour la démocratie elle-même. Une loi tire sa force non seulement de la contrainte, mais de sa légitimité, de la conviction partagée par les citoyens que ceux qui l'édictent la respectent aussi. Quand il apparaît que l'enceinte qui vote les textes les plus sévères contre les usagers abrite une consommation tue et couverte, c'est cette légitimité même qui se fissure. Le message envoyé, en creux, est dévastateur. La règle serait faite pour les autres, pas pour ceux qui la fabriquent. Or, rien n'abîme davantage le lien entre un peuple et ses institutions que le soupçon, fondé ou non, que la loi a 2 visages, un pour ceux d'en haut, un autre pour ceux d'en bas. Alors, récapitulons l'ironie, dans toute sa violence froide. Pendant que la lutte contre le narcotrafic était érigée en priorité nationale, pendant qu'on votait des textes pour durcir la répression contre les usagers et les trafiquants, pendant qu'on montrait du doigt le trafic dans les quartiers populaires, avec des accents de fermeté, la même année, une enquête révélait que la poudre blanche circulait jusque dans les couloirs du pouvoir législatif. Ce n'est pas un détail croustillant pour amateurs de scandale, c'est le cœur battant du dossier. C'est la preuve vivante, incarnée, que la demande ne se cache pas seulement dans les beaux quartiers et les tours de bureaux. Elle s'assoit, parfois, sur les bancs même de ceux qui votent les lois censées la combattre. Et maintenant que nous avons établi qui consomme de haut en bas de la société jusqu'au sommet de l'État, il est temps de faire ce que ce canal fait toujours, ce qui constitue sa méthode et sa signature. Il est temps de suivre l'argent. On suit l'argent. Premier étage, le rail et le scooter. Reprenons notre dîner du premier chapitre. Ce geste anodin, cette poudre posée sur une surface lisse, a un prix précis, chiffrable, documenté. Aujourd'hui, en France, le gramme de cocaïne oscille entre 50 et 70 euros. Ce chiffre, à lui seul, raconte une révolution silencieuse. Car dans les années 70, ramené à sa valeur d'aujourd'hui, ce même gramme coûtait environ 3 fois plus cher. Le prix
a été divisé par 3. La cocaïne, jadis produit de luxe réservé à une élite fortunée et extravagante, est devenue un produit accessible, presque banal dans certains milieux. Ce qui était un caviar est devenu une marchandise de grande consommation, avec sa logistique, ses prix cassés, sa concurrence, ses circuits de distribution optimisés. Pourquoi cet effondrement des prix? Parce que la production mondiale a explosé. En une dizaine d'années seulement, la production mondiale de cocaïne a été multipliée par 4. La Colombie, principale source de la cocaïne consommée en Europe, a vu ses surfaces cultivées et ses volumes atteindre des records. Or, quand une offre quadruple, les prix s'effondrent mécaniquement et la consommation se démocratise. C'est la loi la plus élémentaire du marché, appliquée à un produit interdit. La cocaïne n'échappe pas à l'économie. Elle en est même l'une des illustrations les plus pures et les plus froides. Une marchandise mondialisée, produite en masse, distribuée avec une efficacité redoutable et vendue à un prix soigneusement calculé pour maximiser le volume et conquérir de nouveaux consommateurs. Il y a là un renversement historique qu'il faut mesurer, car il en dit long. Dans les années 60 et 70, la France n'était pas d'abord un pays de consommateurs. Elle était une plaque tournante, un lieu de transit et de transformation. Marseille était alors le maillon central d'une filière qui raffinait l'héroïne et l'exportait vers les États-Unis, ce que l'histoire a retenu sous le nom de la French Connection. La drogue traversait le pays, elle ne s'y installait pas vraiment. Un demi-siècle plus tard, le rapport s'est inversé. La France n'est plus seulement un couloir, elle est devenue un marché, une destination, un pays de consommation de masse. Le transit d'hier s'est mué en demande d'aujourd'hui. Et cette demande, contrairement à celle d'autrefois, s'est logée au cœur même de la société, dans ses classes les plus intégrées et les plus favorisées. Voilà ce que raconte, en creux, l'effondrement du prix du gramme. Non pas une anecdote de marché, mais la métamorphose profonde d'un pays. Et la distribution, justement, a entièrement changé de visage. Fini le point de rendez-vous risqué, le contact clandestin dans une ruelle mal éclairée, la peur au vent. Aujourd'hui, comme le décrivent les addictologues eux-mêmes, il existe une véritable ubérisation de la vente. Un coup de téléphone, un message discret sur une application et la livraison arrive en 30 minutes, chez soi, au bureau, dans le hall de l'immeuble cossu. Le consommateur du beau quartier n'a même plus besoin de se déplacer, de se salir les mains, de côtoyer physiquement le monde qu'il méprise en public. La drogue vient à lui avec la ponctualité et la fluidité d'une plateforme de livraison de repas. C'est le luxe ultime, presque obscène. Consommer un produit illégal sans jamais quitter son confort, sans jamais croiser le risque, sans jamais toucher du doigt la violence qui rend ce service possible. Faisons le calcul, parce que c'est ici que la démonstration devient implacable. Le marché de la cocaïne en poudre en France représentait un chiffre d'affaires estimé à environ 2,7 milliards d'euros pour la seule année 2023. 2,7 milliards. À cela s'ajoute le marché du crack, cette forme fumable et particulièrement destructrice de la cocaïne, dont les volumes consommés étaient estimés à près de 5 tonnes pour un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros, en forte progression sur les dernières années. Additionnez ces sommes, vous obtenez une économie souterraine colossale, une véritable industrie de l'ombre, alimentée euro par euro, gramme par gramme, transaction après transaction, par chaque consommateur, y compris et surtout par le consommateur discret et fortuné qui se croit à 1000 lieues de tout cela. C'est ici qu'il faut regarder la vérité en face. Sans échappatoire. Chaque billet de 50 ou de 70 euros posé pour 1 gramme est une brique. Une brique dans un édifice criminel immense qui va infiniment plus loin que le livreur à scooter. Le consommateur du dîner, celui du bureau, celui du couloir du pouvoir, aime à se penser étranger à la violence. Il se raconte une histoire rassurante. Moi, je ne fais de mal à personne. Je consomme dans mon coin, discrètement. Ça ne regarde que moi. C'est une affaire privée. C'est faux, radicalement, mathématiquement faux. Son argent ne s'arrête pas au livreur qui a sonné à sa porte. Il remonte. Il grimpe la chaîne, échelon par échelon. Il finance le chef de réseau, le grossiste, l'importateur, la logistique, les intermédiaires, la corruption des maillons portuaires et, in fine, la violence qui ensanglante d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres vies. La discrétion du consommateur n'annule aucune conséquence.
Elle les délocalise, simplement. Elle les envoie ailleurs, chez les autres, chez ceux qui n'ont pas les moyens de la discrétion, ni le luxe de l'aveuglement. Un mot doit être dit ici, sans la moindre complaisance. Décrire cet argent, ces prix, ces circuits, cette efficacité logistique, ce n'est jamais les rendre fascinants ni admirables. Il n'y a rien de glamour dans une économie qui prospère sur la dépendance, sur la corruption et sur le sang. Chaque euro de ce chiffre d'affaires a un coût humain en France et sur toute la route de la drogue, de la Colombie aux docks européens, en passant par les cités où l'argent facile recrute des enfants. On suit l'argent non pas pour l'admirer, mais pour le désigner, pour le rendre visible, pour briser l'illusion de l'innocence. Et si ce dossier vous ouvre les yeux sur cette chaîne que l'on nous cache, c'est le moment de le partager, de le faire circuler. Plus on est nombreux à voir la machine, plus il devient difficile de continuer à détourner le regard. L'argent, à ce stade, nous emmène là où le consommateur ne regarde jamais. Il nous emmène au bord de la mer, vers un conteneur, un seul parmi des millions d'autres, dans le plus grand port de commerce français. On suit l'argent. Deuxième étage, le conteneur. Quittons Paris. Roulons 2 heures vers le nord-ouest, jusqu'à l'estuaire de la Seine, jusqu'au Havre. C'est ici, dans les 3 terminaux à conteneurs de ce port, que passe une part écrasante de la cocaïne qui finira, quelques jours plus tard, sur les tables des beaux quartiers de la capitale. Le bilan des douanes françaises l'a établi officiellement, noir sur blanc. Le port du Havre est désormais désigné comme la principale porte d'entrée de la cocaïne sur le territoire national. La marchandise de notre dîner parisien commence son voyage français ici, noyé dans le flot immense et légal du commerce mondialisé. Prenons la mesure exacte du camouflage, car elle est vertigineuse. Le port du Havre voit passer chaque année près de 7000 navires et un peu plus de 3 millions de conteneurs, 3 millions de boîtes métalliques. À titre de comparaison, le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, envoie passer près de 14 millions. Chacun de ces conteneurs peut contenir n'importe quoi. Des bananes, des pièces automobiles, du café, des vêtements, des meubles. Ou plusieurs centaines de kilos de cocaïne, dissimulés au milieu d'une cargaison parfaitement légale et parfaitement banale. Comment contrôler 3 millions de conteneurs quand on ne peut matériellement en ouvrir et en fouiller qu'une fraction infime? La réponse est brutale et honnête. On ne le peut pas. Les trafiquants le savent parfaitement. Ils jouent avec ce volume comme on joue avec des probabilités, sachant que le risque d'être intercepté reste statistiquement largement en leur faveur. Et les chiffres des saisies, loin de rassurer, révèlent l'ampleur du flux qui passe. Au port du Havre, les quantités de cocaïne saisies sont passées de 5,3 tonnes en 2023 à 14,4 tonnes en 2024. Un quasi-triplement en une seule année. À l'échelle de la France entière, les saisies de cocaïne ont atteint un total record de plus de 53 tonnes en 2024, soit une augmentation de 130% par rapport à l'année précédente. Et le bilan présenté par les douanes pour l'année 2025 confirme, hélas, la tendance. Plus de 30 et 1 tonne de cocaïne interceptée pour cette seule substance, en hausse de 49% pour une valeur marchande approchant le 1,5 milliard d'euros. Toutes drogues confondues, ce sont plus de 109 tonnes qui ont été retirées des circuits en une année, pour une valeur dépassant les 2 milliards d'euros, soit une progression de près de 80% en 12 mois. Il faut bien comprendre ce que signifie, en réalité, une saisie record. Ce n'est pas nécessairement une victoire, contrairement à ce que suggèrent les communiqués triomphants. C'est, avant tout, un indicateur, un thermomètre. Quand les saisies explosent, cela veut dire que les flux explosent. Les enquêteurs eux-mêmes le reconnaissent. On n'intercepte jamais qu'une fraction de ce qui passe réellement. Si l'on saisit des dizaines de tonnes, c'est qu'il en circule des centaines. Les saisies sont l'ombre portée du trafic. Elles n'en sont pas la mesure exacte. Et cette ombre grandit chaque année, ce qui ne dit qu'une chose, une seule. La marée monte plus vite que les digues qu'on lui oppose. Ajoutons la dimension européenne, car la cocaïne se moque éperdument des frontières nationales. Le trafic est un organisme vivant, mobile, qui s'adapte en permanence. Pendant des années, le port d'Anvers, en Belgique, a été le grand point d'entrée du continent, avec des saisies dépassant 100 tonnes annuelles. Puis, les autorités belges ont considérablement durci les contrôles. Scanners, drones, augmentation des effectifs, contrôle renforcé des conteneurs venant des destinations
jugés sensibles. Et les flux se sont aussitôt reconfigurés. Les saisies à Anvers ont chuté de 116 tonnes en 2023 à environ 40 tonnes en 2024. Où sont-ils allés, ces flux? En partie vers Le Havre, précisément, idéalement situé non loin des grands marchés de consommation que sont Paris, Bruxelles et Amsterdam. En partie vers Dunkerque, troisième port maritime français, de plus en plus exposé, où près de 10 tonnes de cocaïne ont été découvertes dans un conteneur en provenance des Antilles au printemps 2025. Les trafiquants sont comme l'eau, ils épousent le relief, contournent l'obstacle, trouvent le point faible. Renforcer un port et le trafic se déplace vers le suivant, vers les ports secondaires, Rouen, Nantes, Gennevilliers. C'est un jeu du chat et de la souris à l'échelle d'un continent entier, et la souris a presque toujours un temps d'avance sur le chat. Pourquoi les grands ports du nord de l'Europe sont-ils devenus les portes de la cocaïne du continent? La réponse tient à la géographie même du commerce mondial. Anvers, Rotterdam et désormais Le Havre comptent parmi les plus grands terminaux à conteneurs d'Europe, connectés en permanence à l'Amérique latine par des lignes commerciales légitimes et massives. Le fret de bananes, d'agrumes, de café, de produits industriels. Or, c'est précisément dans ce flux légal et colossal que le trafic vient se dissimuler. Plus un port est grand, plus il est actif, plus il brasse de marchandises, et plus il offre de recoins ou cacher quelques centaines de kilos parmi des millions de tonnes. La puissance commerciale d'un port fait, mécaniquement, sa vulnérabilité. Les trafiquants n'ont pas choisi ces ports au hasard. Ils ont choisi les artères mêmes de la mondialisation, sachant qu'on ne peut pas fouiller le sang qui irrigue une économie entière sans risquer de l'arrêter tout entière. Reste le maillon le plus inquiétant de tous, celui qui ronge l'État de l'intérieur, la corruption. Dans son bilan, la douane française évoque explicitement la pression exercée par les narcotrafiquants sur le personnel portuaire, la corruption et l'infiltration criminelle sur les plateformes logistiques. Car pour faire sortir un conteneur piégé sans qu'il soit ombré au contrôle, il faut une complicité à l'intérieur du port. Un docker, un manutentionnaire, un employé du terminal, un agent de sécurité, approché, séduit par des sommes considérables, parfois menacées, parfois achetées. Voilà comment le trafic ronge, de l'intérieur, les infrastructures légales d'un pays. Il n'attaque pas seulement de l'extérieur, par la mer. Il achète des morceaux de l'appareil lui-même. Il corrompt les rouages. Il transforme des travailleurs honnêtes en complices. C'est l'une des menaces les plus sérieuses que le narcotrafic fait peser sur un état de droit. Non pas la violence spectaculaire, mais la corrosion silencieuse de ses institutions. Un exemple, daté et documenté, pour incarner tout cela. Au tout début du mois de janvier 2025, plus de 2 tonnes de cocaïne d'une valeur estimée à 130 millions d'euros étaient saisies au port du Havre, au terme d'un travail minutieux des gendarmes et de l'Office anti-stupéfiants, sous l'autorité de la justice. Les 2 hommes interpellés ont été mis en examen et placés en détention provisoire, soupçonnés d'avoir organisé un système d'importation et de récupération de la marchandise. Ils encouraient jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Présumés innocents, tant que la justice n'aura pas définitivement tranché, ce dossier ne l'oubliera jamais. Mais la mécanique qu'ils sont soupçonnés d'avoir servi, elle, est parfaitement documentée et elle se répète, conteneur après conteneur, dans l'indifférence de ceux qui, à l'autre bout de la chaîne, se contentent de passer un coup de fil pour être livrés en 30 minutes. Le conteneur du Havre et le rail du dîner parisien sont les 2 extrémités d'une seule et même chaîne. On les traite comme 2 mondes séparés, sans rapport l'un avec l'autre. D'un côté, le grand trafic international, affaires de police et de douane. De l'autre, la consommation privée, affaires personnelles et discrètes. C'est une illusion. Ils n'en font qu'un. Et l'argent qui circule entre eux ne s'arrête pas non plus aux grossistes ou à l'importateur. Il continue de monter vers un dernier étage, le plus propre en apparence, le plus sale en réalité. On suit l'argent. 3e étage, là où l'argent devient invisible. Un billet de banque taché par le commerce de la drogue est un problème pour celui qui le détient. Il est repérable, traçable, dangereux, encombrant. On ne peut pas déposer des millions en liquide à la banque sans éveiller les soupçons. La grande affaire du crime organisé n'est donc pas seulement de vendre la drogue, c'est de nettoyer l'argent
de le laver, de le transformer de coupures sales en patrimoine présentable et respectable. Et c'est à cet étage, le plus haut, le plus discret de tous, que se joue la partie réellement décisive. Celle que personne ne filme, celle où l'on ne trouve ni scooter, ni conteneur, ni sachet. Seulement des flux financiers, des sociétés écrans, des factures gonflées, des acquisitions immobilières, des montages complexes qui traversent les frontières et les juridictions. L'argent liquide de la vente au détail, ces milliards de billets de 50 et de 70 € posés soir après soir, dîner après dîner, livraison après livraison, remonte la chaîne, se concentre, se compresse. À chaque étage, il change de main et de nature. Le livreur reverse au chef de réseau. Le réseau paie le grossiste rémunère l'importateur. Et au sommet, il y a des acteurs que l'on ne voit jamais dans les faits divers, jamais dans les images d'interpellation. Des intermédiaires financiers, des courtiers, des blanchisseurs professionnels, dont le métier consiste précisément à faire disparaître l'origine criminelle des fonds. Ils ne touchent pas la drogue. Ils ne prennent aucun des risques physiques du terrain. Ils ne connaîtront jamais l'angoisse d'un guetteur, ni la peur d'un docker corrompu. Ils prennent une commission confortable et ils dorment tranquilles dans des vies parfaitement rangées. C'est le grand paradoxe du blanchiment. Et il faut le dire clairement. Plus on monte dans la chaîne, plus les mains sont propres et moins le risque est grand. Le guetteur de 14 ans, tout en bas, risque la prison et parfois la vie pour quelques dizaines d'euros. Le blanchisseur, tout en haut, risque au pire une procédure longue et complexe, souvent hors de portée d'enquêteurs débordés et sous-dotés. L'injustice n'est pas seulement dans le traitement réservé aux consommateurs, elle traverse la pyramide criminelle elle-même, de haut en bas. Le sale travail, le vrai danger, la peine lourde sont réservés au bas de l'échelle. Le profit, la sécurité et l'impunité relative se concentrent au sommet. Suivre l'argent, c'est aussi découvrir cette vérité inconfortable. Dans le crime organisé comme ailleurs, le risque descend et l'argent monte. C'est ici que le dossier boucle sa boucle et qu'il faut le dire avec la plus grande froideur analytique. À l'échelle de l'Europe, le marché des drogues illégales est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, de l'ordre de 30 milliards selon certaines évaluations. Cette montagne d'argent ne s'évapore pas dans les airs, elle s'infiltre, elle se réinjecte patiemment dans l'économie légale, l'immobilier, la restauration, les commerces, les montages de sociétés, les investissements en apparence anodins. Elle corrompt, elle distord la concurrence, écrasant les entreprises honnêtes qui ne peuvent rivaliser avec des rivaux financés par l'argent sale. Elle abîme silencieusement, en profondeur, le tissu économique tout entier d'un pays. Le sang versé dans une cité du sud de la France et la villa achetée discrètement sur une côte ensoleillée sont reliés par un fil invisible mais bien réel, le fil de l'argent. Et ce fil part, tout en bas, du geste répété du consommateur. Et il faut mesurer l'ironie ultime de ce circuit, celle qui referme le dossier sur lui-même. Cet argent lavé ne retourne pas au hasard, n'importe où. Une partie remonte vers les mêmes univers qui ont, tout en bas, alimenté la demande, la pierre de prestige, les beaux quartiers, l'immobilier de valeur, les actifs recherchés que convoitent précisément les classes aisées. Le consommateur discret du dîner haussmannien finance, sans le savoir ou sans vouloir le savoir, un flux qui vient parfois renchérir la valeur du monde même dans lequel il vit. La boucle se referme sur elle-même. L'argent parti de sa table lui revient, blanchi, transformé en patrimoine parfaitement respectable, après avoir traversé au passage la rue, le port, la frontière et le sang. On ne finance jamais un trafic à moitié. On le finance en entier, du premier gramme colombien jusqu'à la dernière société écran. Alors, revenons à lui, à celui du dîner, à celui du bureau, à celui du couloir du pouvoir. Il aime à se croire au-dessus de tout cela, propre, détaché, à 1000 lieues du grossiste, du blanchisseur, du docker corrompu, du guetteur de 14 ans. Il se voit comme un consommateur occasionnel et raffiné, pas comme un maillon d'une chaîne criminelle. Mais il est le premier maillon, le tout premier. Sans sa demande, il n'y a pas de marché. Sans son billet, il n'y a pas de flux à laver. Sans son geste répété 1000 fois, dans 1000 salles à manger, il n'y a pas de 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à recycler dans l'économie légale. Il n'est pas au sommet de la chaîne, où il aime à se situer
symboliquement. Il en est le socle, la fondation, la base, le financeur silencieux, le bailleur de fonds involontaires ou volontairement aveugle de toute la machine, du premier gramme colombien jusqu'à la dernière société écran. Voilà pourquoi « Suivez l'argent » n'est pas un simple slogan accrocheur. C'est une méthode d'enquête et c'est une accusation précise et argumentée. Elle ne vise aucun groupe, aucune origine, aucune communauté, aucune nationalité. Répétons-le autant qu'il le faudra, car c'est la ligne rouge absolue de ce canal. Elle vise une position dans un système, celle de la demande fortunée et protégée, qui alimente le trafic tout en se croyant innocente et qui bénéficie, par-dessus le marché, de ne jamais être inquiété par la répression. Un système où la violence n'est que le symptôme visible, où la drogue n'est que le vecteur, mais où l'argent est la véritable maladie, le cœur profond du mal. Et cette maladie, nous la finançons, nous, la demande, et d'abord les plus favorisés d'entre nous, bien plus haut, bien plus largement, et bien plus directement que nous n'acceptons de l'admettre. Il reste maintenant à comprendre pourquoi l'État, qui connaît parfaitement chaque maillon de cette chaîne, choisit obstinément de frapper toujours au même endroit, toujours le même, toujours le plus bas, toujours le plus faible. 2 poids, 2 mesures. C'est la formule qui résume tout ce dossier, et c'est le moment de la regarder droit dans les yeux, sans détour. En France, l'usage de stupéfiants est un délit. Il est passible, en théorie, d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. En pratique, depuis 2020, la réponse la plus courante est une amende forfaitaire délictuelle de 200 €, réduite à 150 € en cas de paiement rapide, mais inscrivant l'infraction au casier. Sur le papier, la loi est aveugle et la même pour tous. Le consommateur du beau quartier et le jeune interpellé à l'entrée d'un point de deal tombent en droit sous le même article du Code pénal, encourent les mêmes peines. Voilà pour la théorie, pour l'égalité proclamée. Et déjà, à ce stade purement théorique, une première asymétrie perce. Une amende de 200 € n'a pas le même poids selon qui la reçoit. Pour un cadre aisé, c'est une contrariété négligeable, l'équivalent d'un bon dîner, aussitôt oublié. Pour un jeune sans ressources, c'est une somme lourde et surtout une inscription au casier judiciaire qui peut refermer des portes pour des années. Un emploi, un logement, une formation, un avenir. La même sanction, en apparence rigoureusement égale, frappe donc en réalité très inégalement. La loi peut être aveugle. Ses effets, eux, ne le sont jamais. Ils épousent docilement la fortune de celui qu'ils touchent. La réalité est tout autre et chacun le sait au fond de lui. Regardez où va, concrètement, matériellement, la pression policière et judiciaire. Elle va vers le visible, vers le point de deal de la cité, filmable, localisable, dénonçable par le voisinage, vers le guetteur, le livreur, le petit maillon de terrain, souvent jeune, souvent pauvre, souvent issu des quartiers relégués. C'est lui qu'on interpelle, lui qu'on présente aux caméras, lui qui alimente les statistiques triomphantes de la lutte antidrogue. Les chiffres le confirment de manière écrasante. En 2023, 90% des personnes interpellées pour des infractions liées aux stupéfiants étaient des consommateurs et non des trafiquants. Cela représentait 250 et 1400 infractions pour simple usage. La machine répressive tourne à plein régime, jour et nuit. Mais elle tourne surtout autour du petit, du visible, du sans défense. Elle broie le maillon le plus fragile et le plus remplaçable de toute la chaîne. Et pendant ce temps, le consommateur du dîner haussmannien n'est jamais contrôlé. Le cadre qui se fait livrer au bureau ne croise jamais une patrouille dans son parking souterrain. Le puissant qui consomme dans les toilettes d'un lieu de pouvoir ne risque pas la fouille au corps. Non pas parce que la loi les épargnerait officiellement, explicitement, elle ne le fait pas, mais parce que tout, dans l'organisation réelle et concrète de la répression, détourne le regard de leur monde. On ne va pas fouiller les dîners des quartiers chics, on ne va pas installer des contrôles aléatoires à la sortie des rédactions, des cabinets d'avocats, des sièges sociaux ou des grandes écoles. La demande fortunée bénéficie d'une immunité de fait, pas une immunité écrite dans les textes. Une immunité pratique, tissée jour après jour par le regard sélectif de l'État, par le choix permanent de ce qu'on décide de voir et de ce qu'on décide d'ignorer. C'est dans ce contexte qu'il faut lire la grande loi votée en 2025 pour, selon son intitulé même, sortir la France du piège du narcotrafic. Une loi qui a durci les peines, créé de nouveaux outils judiciaires et policiers, renforcé les moyens contre les têtes de réseau
et la criminalité organisée. Et disons-le sans ambiguïté, cela répond à une menace bien réelle, à une violence lourdement documentée, à des règlements de compte qui endeuillent des familles et terrorisent des quartiers entiers. Personne de sérieux ne conteste la nécessité de frapper durement les organisations criminelles, de protéger les populations, de reprendre le contrôle des territoires perdus. Mais des voix nombreuses et compétentes, magistrats, policiers, addictologues, défenseurs des droits, professionnels de terrain, ont dénoncé une approche presque exclusivement répressive qui ignore les mécanismes profonds du trafic et surtout qui continue de faire porter tout le discours moralisateur et culpabilisateur sur les usagers, sans jamais s'attaquer sérieusement à la demande, là où elle est la plus massive et la mieux protégée. C'est là que l'hypocrisie cesse d'être une affaire individuelle pour devenir structurelle, inscrite dans l'architecture même du système. Les mêmes catégories sociales qui fournissent près d'un tiers des consommateurs réguliers de cocaïne fournissent aussi, en grande partie, la classe politique qui vote les lois, la classe médiatique qui commente le fléau avec gravité, la classe dirigeante qui s'indigne du narcotrafic dans les colloques. Le discours descend toujours du haut vers le bas, de ceux qui consomment à l'abri vers ceux qui vendent ou consomment à découvert. On légifère contre une demande que l'on incarne parfois soi-même. On moralise sur un produit que l'on finance parfois soi-même. Comme le résumant, sans ménagement, des associations d'addictologie de premier plan, les coups de menton et le discours culpabilisateur envers les usagers servent trop souvent de seul viatique aux responsables politiques, particulièrement en période électorale, et masquent, derrière la fermeté affichée, l'échec profond de la puissance publique sur un sujet complexe qu'elle n'a jamais voulu regarder en face. Insistons une dernière fois, parce que c'est la ligne rouge non négociable de tout ce dossier, et qu'aucune ambiguïté n'est permise. Ce constat n'est pas une attaque contre un groupe, une origine, une communauté ou une immigration. C'est exactement, rigoureusement, l'inverse. C'est le refus catégorique de désigner un bouc émissaire commode. Le narcotrafic n'est pas le problème des autres, des quartiers, des étrangers, des relégués, comme on voudrait si souvent nous le faire croire. C'est un système qui traverse toute la société, de bas en haut, du hall d'immeuble à la salle de réunion, du point de deal à la salle à manger cossue, et qui prospère précisément parce qu'on a collectivement décidé de ne regarder qu'un seul de ces étages, le plus bas, le plus pauvre, le plus facile à montrer du doigt. Un État qui frappe le guetteur et épargne systématiquement le financeur ne combat pas le trafic. Il le gère, il l'administre. Il le maintient à un niveau supportable pour ceux d'en haut et insupportable pour ceux d'en bas. Un État qui ne contrôle plus sa propre demande et qui choisit délibérément de ne réprimer qu'une moitié de ses usagers ne contrôle plus rien du tout. Il gère une injustice et il l'appelle politique de sécurité. Alors posons enfin pleinement la question qui traverse ce dossier depuis la toute première seconde. Comment a-t-on laissé la France en arriver là? Sur le plan institutionnel, la réponse tient dans une paresse organisée, presque assumée. Il est infiniment plus simple, plus rentable politiquement, plus spectaculaire médiatiquement, de démanteler un point de deal filmable que de s'attaquer à une demande diffuse, invisible, protégée, respectable. Le guetteur fait une bonne image de communiqué de victoire. Le cadre qui se fait livrer au bureau n'en fait aucune. Le puissant qui consomme dans les couloirs du pouvoir, encore moins. L'État a choisi la statistique facile contre la réforme difficile, l'affichage contre le fond, le symbole contre l'efficacité réelle. Il a préféré gérer le symptôme visible plutôt que soigner la maladie invisible. Et il l'a fait d'autant plus volontiers que la maladie invisible loge, pour une part non négligeable, dans sa propre maison, dans les couloirs mêmes, dans les enceintes mêmes où l'on écrit et où l'on vote les lois. On ne scie pas volontiers la branche sur laquelle on est assis. Sur le plan politique, la faillite est celle du courage. Reconnaître que la demande de cocaïne est massivement portée par les catégories favorisées, qu'elle irrigue jusqu'au milieu de pouvoir, qu'elle n'a rien d'un fléau importé mais tout d'un mal profondément intérieur, cela obligerait à un examen de conscience collectif que personne ne veut mener. Cela obligerait à cesser de désigner l'autre pour se regarder soi-même dans le miroir. Or, aucune campagne électorale ne se gagne sur ce message inconfortable. Il est tellement plus commode, tellement plus payant de promettre la fermeté contre les trafiquants, toujours au loin,
toujours en bas, toujours ailleurs, que d'avouer aux électeurs que le carburant du trafic qu'on prétend combattre est servi chaque soir sur certaines des tables les plus prestigieuses du pays. La lâcheté politique a un nom ici. Elle s'appelle la désignation de l'autre. Elle est vieille comme le monde et elle est terriblement efficace pour ne rien changer. Sur le plan économique, la logique est implacable, froide, presque mécanique. Une production mondiale multipliée par 4, un prix divisé par 3, une distribution ubérisée et sans friction, une demande solvable et croissante dans les classes aisées. Tous les indicateurs d'un marché en pleine expansion sont réunis, alignés. Tant que la demande sera là, riche, régulière, fidèle, insensible aux amendes symboliques parce qu'à l'abri des contrôles, l'offre suivra inexorablement. Elle traversera les océans, forcera les ports, corrompra les dockers, inondera les métropoles. On peut saisir 50 tonnes, 100 tonnes, 200 tonnes. Tant que le socle de la demande fortunée et protégée ne bouge pas d'un millimètre, la marée revient toujours plus haute. Réprimer l'offre en ignorant la demande, c'est écoper un navire sans jamais boucher la voie d'eau. On peut y mettre tous les moyens du monde, toute l'énergie du monde. Le navire s'enfoncera quand même. Et sur le plan humain, enfin, il reste cette vérité que le consommateur discret refuse obstinément de voir et qu'il faut pourtant lui mettre sous les yeux. Sa poudre a un prix qui ne figure sur aucun de ses relevés bancaires. Ce prix-là se paie ailleurs, sur d'autres corps, dans d'autres vies. Il se paie dans les cités où l'argent du trafic recrute des adolescents comme soldats et comme guetteurs, brisant des destins avant même qu'il commande. Il se paie dans les ports où la corruption gangrène le travail honnête et menace des familles entières. Il se paie sur toute la route de la drogue, de la Colombie à la Seine-Maritime, où la violence accompagne chaque kilo, comme son nom. Le rail tiré en 30 secondes dans une salle de bain immaculée est relié par le fil invisible, mais bien réel de l'argent, à des vies brisées que ce consommateur ne croisera jamais et dont il ne saura jamais rien. La discrétion n'est pas l'innocence. Elle n'en a que l'apparence. Elle n'est que le privilège de ne pas voir les conséquences que l'on finance de sa propre main. Ce dossier n'a pas cherché à désigner des coupables individuels, à dresser des listes, à jeter des noms en pâture. Il a cherché à démonter un mécanisme, pièce par pièce. Un mécanisme où la demande, c'est nous, et d'abord les plus favorisés d'entre nous, et où la répression, c'est toujours eux, les plus fragiles, les plus visibles, les plus remplaçables. Un mécanisme où l'on suit l'argent depuis une table en marbre jusqu'à un conteneur, puis d'un conteneur jusqu'à une société écran, sans jamais que celui du haut ne soit inquiété, ni que celui du bas ne soit épargné. Un système qui a lâché et qui tient debout, précisément, exactement, parce qu'il a organisé et institutionnalisé notre aveuglement collectif. La vraie question n'est pas de savoir qui a tiré un rail dans les toilettes d'un palais de la République. Ce serait encore une manière de personnaliser, de scandaliser, de manquer l'essentiel. La vraie question, la seule qui vaille, est celle-ci. À qui profite que rien ne change? À qui profite que la demande fortunée demeure invisible, que la répression reste braquée vers le bas, que le débat reste enfermé dans le vieux réflexe rassurant de désigner l'autre? Dites-le-moi en commentaire. Vos analyses sur ce dossier, plus que sur tout autre, m'intéressent vraiment parce qu'il ne parle pas des autres, il nous parle de nous. Si ce dossier vous a fait voir l'ampleur réelle du problème, pas les monstres qu'on nous montre en boucle, mais le système qu'on nous cache soigneusement, alors soutenez ce travail. Un like, un abonnement, un partage. Ce sont des gestes simples, mais ils comptent. Partager, c'est permettre à davantage de gens de comprendre comment fonctionne vraiment la machine et d'où vient vraiment l'argent. Ici, on n'enquête pas sur des coupables faciles, ni sur des boucs émissaires commodes. On démonte, pièce par pièce, un système qui a lâché. Dans le prochain dossier, nous suivrons l'argent jusqu'à son dernier refuge, là où il dort, propre et anonyme, après avoir traversé la rue, le port et la frontière. Nous entrerons dans la blanchisserie, dans les coulisses de l'argent sale devenu argent propre. Nous suivrons les courtiers de l'ombre, ces intermédiaires que l'on ne voit jamais dans aucun fait divers et qui transforment en toute discrétion la poudre en patrimoine. Parce que tant qu'on n'aura pas compris où va l'argent et qui le récupère au bout de la chaîne, on n'aura strictement rien compris au narcotrafic. On n'aura combattu que son nom. Ici, on ne raconte pas des monstres. On démonte un système qui a lâché. À très vite dans le prochain dossier.